Marc Devreux n'avait jamais imaginé que sa vie parfaite s'effondrerait un mardi après-midi de novembre, dans le silence feutré de son bureau à Lyon. Cet homme de 52 ans, propriétaire d'une chaîne de restaurants étoilée dans toute la région Rhône-Alpes, venait de recevoir une enveloppe anonyme contenant des photographies qui lui glacèrent le sang. Sur les clichés, sa femme Claire, élégante et raffinée comme toujours, embrassait passionnément leur chauffeur, Thomas Mercier, devant un hôtel discret de la Croix-Rousse. Les images étaient récentes, datées de la semaine précédente, au moment même où Marc se trouvait à Paris pour une réunion d'affaires importante. Il sentit ses mains trembler tandis qu'il examinait chaque photo, cherchant désespérément une explication rationnelle qui pourrait innocenter Claire. Mais la vérité était là, cruelle et implacable, imprimée sur du papier glacé. 23 ans de mariage, 2 enfants, une fortune bâtie ensemble. Tout cela pour en arriver à cette trahison sordide avec un employé. Marc rangea les photos dans le tiroir de son bureau, ferma les yeux et tenta de contrôler la rage qui montait en lui comme une marée noire. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Son monde venait de basculer en quelques secondes. Les jours suivants furent une torture psychologique pour Marc, qui décida de ne rien dire et d'observer le comportement de Claire avec une attention chirurgicale. Chaque matin, il la regardait prendre son petit déjeuner dans leur immense appartement donnant sur la place Bellecour, cherchant dans ses gestes les signes de sa duplicité. Elle souriait, parlait de ses projets de décoration pour leur maison de campagne à Pérouges, organisait le dîner de charité annuel qu'elle présidait avec tant de dévouement. Marc l'écoutait poliment, hochant la tête au bon moment, mais son esprit était ailleurs, analysant chaque détail, chaque intonation suspecte. Il observa également Thomas, ce jeune homme de 35 ans qu'il avait engagé 3 ans auparavant, athlétique et poli, toujours impeccable dans son costume de chauffeur. Quand leurs regards se croisaient dans le rétroviseur, Marc scrutait son visage à la recherche d'un signe de culpabilité. Mais Thomas demeurait professionnel, impassible. Le soir, Marc faisait semblant de dormir pendant que Claire lisait à ses côtés, et il tendait l'oreille au moindre bruit suspect, au moindre message qui illuminerait l'écran de son téléphone. Cette surveillance constante le consumait de l'intérieur, transformant son luxueux appartement en prison dorée. Chaque sourire de Claire devenait un mensonge, chaque geste d'affection une manipulation calculée. Marc engagea un détective privé, un ancien policier lyonnais nommé Fournier, qui avait une réputation solide dans les milieux discrets de la bourgeoisie locale. Durant 2 semaines, Fournier suivit Claire et Thomas, documentant leur rencontre clandestine avec une précision méticuleuse. Les rapports arrivaient chaque soir sur le téléphone de Marc. Rendez-vous le lundi après-midi dans un appartement loué sous un faux nom rue de la République. Déjeuners intimes dans des restaurants de banlieue où personne ne les reconnaîtrait. Promenade main dans la main le long des berges du Rhône. Marc lisait ses comptes rendus avec un mélange de fascination morbide et de douleur lancinante, comme si chaque ligne était une lame qui s'enfonçait plus profondément dans son cœur. Il découvrit que leur liaison durait depuis près de 18 mois, bien avant qu'ils ne reçoivent les premières photographies. Claire avait été extraordinairement prudente, utilisant un second téléphone, inventant des rendez-vous fictifs avec ses amis, des séances de shopping interminables qui n'étaient que des alibis. Fournier révéla également que Thomas versait régulièrement de l'argent sur un compte épargne, des sommes conséquentes qui dépassaient largement son salaire de chauffeur. Marc comprit alors que Claire finançait probablement leur relation, peut-être même envisageait-elle un avenir avec cet homme. Cette réalisation lui donna la nausée. La colère de Marc se transforma progressivement en quelque chose de plus froid, de plus calculé. Il consulta discrètement son avocat, Maître Blanchard, un homme redoutable qui avait géré les divorces les plus complexes de Lyon. L'avocat lui expliqua la situation juridique. Avec les preuves qu'il possédait, Marc pouvait obtenir un divorce aux torts exclusifs de Claire, limitant considérablement ses droits financiers. Cependant, quelque chose retenait Marc de franchir immédiatement cette étape. Il voulait comprendre le pourquoi de cette trahison, pénétrer les motivations de sa femme. N'avait-il pas été un bon mari? Ne lui avait-il pas offert tout ce qu'une femme pouvait désirer? Sécurité financière, statut social,
voyages luxueux dans le monde entier. Leurs enfants, Antoine et Margot, étudiaient respectivement à Sciences Po Paris et à la Sorbonne, ignorant totalement la tempête qui se préparait. Marc ne pouvait supporter l'idée de briser leur vision idéalisée de la famille parfaite. Pendant des nuits blanches, il ressassait ses souvenirs, cherchant le moment où leur relation avait commencé à se fissurer. Était-ce lorsqu'il avait ouvert son 5e restaurant et passé des mois à négliger leur vie de couple? Ou plutôt encore, quand l'ambition avait pris le pas sur l'intimité, un soir de décembre, alors qu'une pluie glaciale battait les fenêtres de son bureau, Marc décida de confronter Thomas directement. Il lui donna rendez-vous dans un café anonyme près de la gare de Perrache, loin de leurs quartiers habituels. Thomas arriva ponctuel, visiblement nerveux, et s'assit face à Marc avec une expression prudente. Marc ne perdit pas de temps en préambule et étala sur la table plusieurs photographies compromettantes. Il observa le visage de Thomas se décomposer, passer du déni à la résignation en quelques secondes seulement. Thomas baissa les yeux et avoua tout. Comment leur relation avait commencé par un moment de faiblesse, après une soirée où Claire avait bu plus que de raison, comment ils étaient tombés amoureux malgré eux, conscients de la transgression que représentait leur liaison. Marc écouta, le visage de marbre, laissant Thomas se confier comme s'il attendait ce moment depuis des mois. Ce qui surprit Marc, ce fut la sincérité évidente dans la voix du jeune homme, l'absence de cynisme ou de calcul mercantile. Thomas affirma qu'il aimait réellement Claire, qu'il souhaitait qu'elle divorce pour construire une vie ensemble, mais qu'elle hésitait, terrorisée à l'idée de perdre ses enfants et sa position sociale. Marc resta silencieux un long moment, puis posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Est-elle heureuse avec vous ?» La réponse de Thomas bouleversa Marc plus qu'il ne l'aurait imaginé. Thomas expliqua que Claire se sentait invisible depuis des années, réduite au rôle d'épouse décorative dans les événements mondains, de gestionnaire efficace de la maison, mais jamais véritablement vue ou écoutée. Elle lui avait confié ses rêves abandonnés, sa passion pour la photographie qu'elle avait sacrifiée pour soutenir l'ascension professionnelle de Marc, son sentiment de solitude dans leur grand appartement lorsqu'il travaillait jusqu'à minuit. Thomas parlait d'une Claire que Marc ne reconnaissait pas, ou plutôt qu'il avait oublié de voir au fil des années. Cette femme drôle, spontanée, qui aimait les promenades au parc de la Tête d'Or et les conversations philosophiques jusqu'à l'aube, existait-elle encore? Marc réalisa avec une douleur aiguë qu'il n'avait plus vraiment parlé avec sa femme depuis des années, seulement échangé des informations logistiques sur le quotidien. Leur dîner était rempli de silences confortables qu'il avait pris pour de la complicité, mais qui étaient en réalité le symptôme d'une distance émotionnelle insurmontable. Quand avait-il cessé de lui demander comment elle allait vraiment? Quand avait-il cessé de la surprendre, de la faire rire, de la regarder comme au premier jour? Marc rentra chez lui ce soir-là dans un état second, ses certitudes ébranlées. Il trouva Claire dans le salon, lisant près de la cheminée, et pour la première fois depuis des semaines, il la vit vraiment. Elle avait 50 ans, quelques rides au coin des yeux, mais conservait cette élégance naturelle qui l'avait séduit lors de leur première rencontre à l'université. Combien de fois avait-il oublié de lui dire qu'elle était belle? Combien de fois avait-il annulé leur plan pour une urgence professionnelle de dernière minute? Marc s'assit face à elle et prononça les mots qu'il avait répétés mentalement durant tout le trajet. « Je sais, pour Thomas. » Le livre tomba des mains de Claire, son visage devint livide. Elle ne nia pas, ne chercha pas d'excuses, mais éclata simplement en sanglots. Entre deux hoquets, elle raconta sa version de l'histoire. La solitude, l'impression de n'être qu'un meuble dans sa propre vie, la gentillesse inattendue de Thomas qui l'avait écoutée un jour où elle s'était effondrée. Elle jurait qu'elle n'avait jamais voulu le blesser, qu'elle était déchirée entre son devoir familial et ce nouveau sentiment de vivre enfin. Marc l'écouta sans l'interrompre, et quelque chose d'étrange se produisit. Au lieu de la rage qu'il avait imaginé ressentir, il éprouva une immense tristesse pour eux deux, pour ce couple qu'ils avaient été et qu'ils n'étaient plus. Les semaines qui suivirent furent consacrées à des conversations douloureuses mais nécessaires. Marc et Claire parlèrent, comme ils ne l'avaient plus fait depuis des décennies, démontant méthodiquement les pièces de leur mariage pour comprendre où tout s'était brisé. Ils consultèrent ensemble un thérapeute de couple recommandé par un ami discret,
Une femme sage qui les aida à exprimer des ressentiments enfouis depuis des années. Mark admit son obsession pour le travail, sa tendance à mesurer l'amour en termes de réussite matérielle plutôt qu'en présence émotionnelle. Claire reconnut qu'elle aurait dû exprimer son mal-être bien avant d'en arriver à cette extrémité, qu'elle avait choisi la facilité de l'insatisfaction silencieuse. Thomas fut licencié, non par vengeance mais par nécessité pratique, avec une généreuse indemnité qui lui permit de démarrer une nouvelle vie ailleurs. Mark et Claire décidèrent de ne rien révéler à leurs enfants, de leur épargner ce fardeau tant que leur propre avenir restait incertain. Ils firent une chambre à part, se donnant de l'espace pour réfléchir individuellement. Mark se surprit à repenser à l'homme qu'il avait été à 25 ans, plein de rêves et d'idéaux, avant que l'ambition ne consume tout le reste. Cette crise, aussi douloureuse soit-elle, agissait comme un révélateur, exposant les failles qu'ils avaient soigneusement dissimulées sous le vernis d'une vie confortable. 3 mois après la révélation, un événement inattendu changea radicalement la perspective de Mark. En rangeant ses affaires, il découvrit un vieux journal intime de Claire, datant de leurs premières années de mariage. Hésitant, il le feuilleta et tomba sur une entrée qui lui coupa le souffle. Claire y décrivait comment, 5 ans après leur mariage, elle avait découvert que Mark avait eu une brève liaison avec une associée lors d'un voyage d'affaires à Bordeaux. Elle expliquait sa douleur, sa décision de pardonner en silence pour préserver leur famille naissante, son combat intérieur pour reconstruire la confiance. Mark ne se souvenait que trop bien de cet épisode qu'il avait enfoui dans les recoins les plus sombres de sa mémoire, une erreur qu'il s'était juré d'oublier. Claire n'en avait jamais parlé, n'avait jamais utilisé cette arme contre lui, avait choisi de continuer à l'aimer malgré cette blessure. Cette découverte l'ébranla profondément. Comment pouvait-il la condamner pour quelque chose dont il s'était lui-même rendu coupable des années auparavant? La différence était que Claire avait pardonné sans rien demander en retour, tandis que lui avait immédiatement pensé vengeance et divorce. Cette prise de conscience l'humilia et l'illumina simultanément, lui montrant l'hypocrisie de sa position morale. Par une douce soirée de printemps, Mark invita Claire à dîner au restaurant où ils avaient célébré leur première année de mariage, un petit établissement discret du vieux Lyon qui existait toujours. Elle accepta, surprise, mais curieuse. Durant le repas, Mark lui tendit le journal intime et lui avoua l'avoir lu. Il vit les larmes monter dans ses yeux tandis qu'il parlait, lui exprimant sa gratitude pour le pardon qu'elle lui avait accordé à l'époque. Sa honte de ne pas avoir su lui rendre la pareille immédiatement. Il lui proposa quelque chose d'inattendu. Et si, au lieu de se déchirer dans un divorce destructeur, ou de s'enfermer dans un mariage mort, il choisissait de tout recommencer? Pas en effaçant le passé, mais en l'acceptant comme la fondation imparfaite d'une nouvelle construction. Mark annonça qu'il avait pris la décision de vendre 2 de ses restaurants pour se consacrer davantage à leur relation, de transformer leur maison de campagne en un projet commun où Claire pourrait enfin ouvrir le studio de photographie dont elle avait toujours rêvé. Claire le regarda longuement, et au lieu de répondre, elle lui tendit simplement la main par-dessus la table. Ce geste simple contenait toutes les réponses nécessaires. L'amour n'était pas l'absence d'erreurs, mais le courage de les affronter ensemble. Ils sortirent du restaurant, bras dessus bras dessous, 2 étrangers familiers qui s'offraient une seconde chance, conscients que le chemin serait difficile, mais décidés à le parcourir côte à côte, cette fois en se regardant vraiment.